bonsoir à toutes et à tous, merci d'être ici avec moi ce soir. Et si vous découvriez, après plus de 20 ans de mariage, que tout ce que vous pensiez savoir sur la personne que vous aimez était un mensonge? Un secret, vieux de plusieurs décennies, prêt à tout balayer, confiance, famille, passé. Abonnez-vous, laissez un like et racontez-moi vos impressions en commentaire. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager ces histoires vraies qui nous remuent profondément. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 50 ans, et j'ai passé presque la moitié de ma vie marié à Claire. 24 ans ensemble, 3 enfants, des souvenirs empilés comme des piles de vieux disques dans le grenier. Mon fils aîné, Bastien, vient de fêter ses 22 ans. Manon, notre fille, en a 19 et la petite dernière, Léa, 17, une famille presque parfaite, en apparence. Mais ce que les autres ne voient pas, ce que même moi j'ai longtemps refusé de voir, c'est que dès les premières années de notre union, des fissures s'étaient ouvertes. Des fissures si fines qu'on pouvait presque les ignorer. Tout a basculé un soir de novembre 2015. Le 13. Cette date, comme une ombre permanente. À cette époque, Claire et moi étions mariés depuis 2 ans à peine. Bastien était encore un bébé. Ce jour-là, Claire avait prévu de rencontrer un homme dans un hôtel près de la gare de Besançon. Un homme qu'elle avait rencontré en ligne. Des semaines, peut-être des mois d'échanges, de photos, de confidences. Et moi? J'ignorais l'eau. Elle ne l'a jamais vu ce jour-là. Pas parce qu'elle m'aimait trop. Pas par remords. Non. Parce que le monde entier s'est effondré ce soir-là. Les attentats de Paris. Le Bataclan. Les terrasses. Le sang. Et son oncle, qui se trouvait à quelques rues du chaos, n'a jamais pu rentrer chez lui. Elle s'est effondrée en apprenant la nouvelle, et moi, comme un mari aimant, j'étais là, à ses côtés, la tenant dans mes bras, croyant que je la consolais de la perte d'un proche. Mais ce n'était pas que ça. C'était aussi la honte, la panique. Et c'est dans cet état de vulnérabilité extrême qu'elle m'a tout avoué. L'homme, les échanges, la chambre réservée. Elle m'a juré qu'il n'y avait jamais eu de contact physique. Qu'elle avait eu un sursaut, un éclair de lucidité. Elle m'a montré les messages, les preuves, comme pour me convaincre de quoi? De pardonner? De croire encore à notre histoire? Je me souviens de la sensation dans ma poitrine, comme si on avait arraché un fil dans un tissu déjà usé. Je ne pouvais pas croire que Claire, élevée dans une famille stricte, sans fête, sans alcool, sans histoire. Claire, qui m'avait dit que j'étais son premier, avait été capable d'une telle trahison, même si elle s'était arrêtée à temps. Mais elle n'avait pas été prise. Elle s'était confessée. Cela jouait en sa faveur, non? Je me suis dit que oui. J'ai accepté de reconstruire, de colmater les brèches. Elle a proposé qu'on consulte. Elle a montré des remords. Elle a changé ses habitudes. Pendant un temps, j'ai cru que le pire était derrière nous. Mais une trahison, même émotionnelle, même inachevée, laisse une cicatrice invisible. Et chaque jour, je la sentais en moi. Parfois faible. Parfois cuisante. Comme un rappel silencieux que rien ne serait jamais plus vraiment intact. Pendant 19 ans, j'ai vécu avec ça. Enfoui. Sous les couches du quotidien. Jusqu'à ce qu'un autre détail, une autre ombre, refasse surface. C'était en décembre 2018. Et cette fois, j'ai senti que tout allait recommencer. En décembre 2018, Claire et Manon, notre fille de 19 ans, se sont disputées violemment. Le genre d'altercation qui laisse une tension électrique dans toute la maison. Rien d'inédit entre une mère et sa fille adolescente, pensais-je au début. Mais quelque chose, ce soir-là, m'a laissé un goût amer. Une intuition, un réflexe ancien que je croyais enterré. Et puis, sans prévenir, Claire a désactivé le partage de sa localisation sur son téléphone. Jamais elle ne l'avait fait auparavant. J'ai senti une sueur froide me glisser le long du dos. Les vieux démons n'étaient pas morts. Ils dormaient. Et ils venaient de se réveiller. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à observer. Elle gardait son téléphone avec elle partout, jusque dans la salle de bain, jusque dans notre lit. Avant, elle le laissait traîner sans y penser. Maintenant, c'était une extension d'elle-même. Puis elle a verrouillé sa tablette.
Un détail banal, peut-être, mais pas dans notre couple. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que c'était pour le travail. Sauf qu'elle n'avait jamais protégé quoi que ce soit auparavant. Et moi, je commençais à me refermer sur moi-même, à réécouter chaque phrase, à décrypter chaque geste. Le vendredi suivant, on a signé ensemble un prêt immobilier pour rénover la maison. Le soir même, elle m'a dit qu'elle devait faire une course en ville. Une excuse vague, rapide. Dès qu'elle est partie, j'ai vérifié son historique de géolocalisation. Et c'est là que tout a recommencé. Elle s'était arrêtée dans une boutique érotique en périphérie. Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai attendu qu'elle rentre, j'ai fouillé discrètement la maison. Dans un tiroir que je connaissais par cœur, j'ai trouvé un ensemble de lingerie rouge. Jamais porté. Jamais mentionné. Notre intimité, ces derniers mois, avait atteint un point mort. Claire m'avait dit qu'elle avait fait des recherches sur le désir féminin, qu'elle voulait comprendre certaines choses. Mais maintenant, je doutais. Était-ce vraiment pour moi? Ou pour un autre? J'ai senti un mur invisible se dresser entre elle et moi. Le même qu'il y a presque 20 ans. J'ai pris une décision. J'ai trouvé le code de sa tablette. Le souffle court, les mains moites, je l'ai ouverte. Et là, mon univers s'est effondré. Des messages. Des dizaines. Un échange Facebook avec un homme. Pas dans ses amis, pas public. Privé, caché. Et explicite. Très explicite. Des mots crus. Des promesses. Une tension sexuelle indéniable. Il lui proposait de la voir après qu'elle ait déposé Léa à l'école. Elle refusait, mais avec des phrases qui ne laissaient aucun doute, mon histoire n'est pas construite comme ça. Je l'ai confrontée ce soir-là. Trop tôt, avec le recul. Je n'étais pas prêt. Elle a nié. Elle a menti. Elle a prétendu que c'était un jeu, un fantasme sans conséquence. Que la lingerie, c'était pour moi. Qu'elle n'avait pas eu le courage de la porter. Elle m'a regardé dans les yeux et a juré qu'elle allait tout arrêter. Le lendemain, je lui ai redemandé. Elle m'a assuré que c'était fini. Sauf que je savais déjà que c'était faux. J'avais repris le contrôle. Surveillance, écoute, vérification. Je ne voulais plus être un homme aveugle dans sa propre vie. Je dormais à peine. Je mangeais mal. J'ai commencé une thérapie. Je me suis remis au sport. J'ai lu des forums, des livres, des conseils. J'essayais de me reconstruire tout en la surveillant. Paradoxal. Épuisant. Mais nécessaire. Et puis, un matin de juin 2020, une autre vérité a commencé à poindre. Claire travaillait cet été-là comme assistante dans un collège de Besançon. Et là-bas, il y avait un autre homme. Un professeur de sport, Alexandre. 32 ans. Marié. Sa femme enseignait dans un autre établissement de la région. Je l'ai observé. J'ai lu ses messages. Le ton qu'elle utilisait. Les mots choisis. Il y avait une tension, une envie. Mais lui, il l'a repoussé. Droit, distant. Il a refusé d'entrer dans son jeu. Et, je l'avoue, ce rejet m'a fait sourire. Pour une fois, ce n'était pas moi qui souffrais. Mais je ne pouvais pas m'arrêter là. J'avais besoin de certitude. De preuves tangibles. J'ai installé des micros, des traceurs GPS. J'ai lu tout ce que je pouvais sur le divorce. J'ai appelé des amis qui étaient passés par là. Et puis, j'ai fait ce que je n'aurais jamais imaginé. J'ai commandé un test ADN. Pour mes enfants. Juste pour en être sûr. Pas pour changer mes sentiments. Juste pour savoir. Car Claire avait brisé quelque chose de fondamental, ma confiance en la réalité. Et pourtant, malgré tout ça, je n'ai rien dit. Pas encore. Je vacillais. Entre colère et compassion. Entre trahison et souvenir. Je regardais mes filles rire. Mon fils grandir. Et je me disais, peut-être qu'il faut attendre. Juste un peu. Je n'arrêtais pas de me dire que j'attendais pour les enfants. Que je supportais ce chaos silencieux par amour pour eux, pour préserver un semblant de stabilité, même factice. Mais la vérité, c'est que je n'étais pas prêt. Pas prêt à lâcher cette vie, même trahi. Pas prêt à affronter l'onde de choc que provoquerait une rupture après 24 ans de mariage.
Et pourtant, chaque jour me rapprochait un peu plus du point de non-retour. En janvier 2022, j'ai franchi une ligne de plus. J'ai dissimulé un micro dans sa voiture. Un petit appareil à déclenchement vocal, discret mais redoutablement efficace. La nuit, pendant qu'elle dormait paisiblement, je restais éveillé à écouter les enregistrements, à noter les horaires, les trajets, les silences suspects. C'était devenu une obsession. Mais plus encore, une nécessité. Car je ne pouvais plus lui poser la moindre question sans qu'elle se ferme, qu'elle se braque, qu'elle invente. Je vivais avec une étrangère que je connaissais par cœur. Je m'étais préparé. Somnifère pour les nuits blanches, routine stricte pour éviter les pertes de contrôle, séance de sport pour canaliser l'angoisse. J'étais devenu une version mécanique de moi-même. Un automate blessé, qui fonctionnait pour ne pas sombrer. Et dans tout ça, Claire continuait comme si de rien n'était. Elle souriait, elle faisait des projets, elle parlait de vacances. Comme si son monde à elle restait intact. Moi, j'étais déjà en ruine. Un jour, son père lui a remis une boîte contenant des affaires de sa mère, décédée quelques mois plus tôt. Elle s'est effondrée en l'ouvrant. Mais cette fois, je ne ressentais plus rien. Aucune empathie. Aucune tristesse. Juste du vide. J'étais déjà détaché. Et quand, ce soir-là, elle est venue me demander ce qui n'allait pas, ce que je lui cachais, j'ai simplement prononcé un prénom. Celui de l'homme avec qui elle échangeait en secret. Elle a blêmi. Puis elle a quitté la maison en claquant la porte. Mais ce n'était pas la fin. C'aurait dû l'être. J'aurais dû tout arrêter là. Mais quelque chose me retenait encore. L'habitude? La peur? L'illusion que, peut-être, il restait quelque chose à sauver? Pourtant, je savais déjà que je devenais à nouveau le policier du mariage. Un rôle que je haïssais, mais que je reprenais malgré moi. Alors j'ai réinstallé un micro. Replacé un traceur. Et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Sur l'enregistrement, 2 appels. Le premier, elle l'appelait lui, Alexandre. Elle lui disait qu'elle arrivait. Ils se sont retrouvés sur le parking d'un centre socioculturel, pas loin de la rocade. Elle est montée dans sa voiture. Le micro n'a plus rien capté pendant 40 minutes. Ce silence-là disait tout. Le deuxième appel, celui-là, je ne l'oublierai jamais. Elle appelait sa meilleure amie, Sophie. Elle riait, se plaignait de la froideur d'Alexandre, racontait comment il l'évitait désormais, comme s'il regrettait d'être allé trop loin. Elle ne le disait pas clairement, mais tout y était. Les sous-entendus, les allusions. Les aveux déguisés. Je l'ai confrontée à nouveau. Elle a nié, puis elle a inversé les rôles. Elle m'a accusé. M'a reproché sa propre frustration, ses années de rêves avortés. Elle n'avait jamais eu de jeunesse folle, jamais fait d'erreur avant moi, jamais connu l'insouciance. Et maintenant, elle disait que c'était à cause de moi. Que je l'avais empêchée de vivre. Je n'ai pas accepté. Je lui avais toujours dit que si elle voulait partir, elle n'avait qu'à le faire. Elle était restée. Alors non, cette faute-là ne m'appartenait pas. Je n'étais pas un mari parfait, mais je n'avais jamais cessé de la choisir, elle. Et elle avait trahi. C'était tout. J'ai recommencé à appeler des avocats. J'ai pris des rendez-vous. J'étais prêt. Enfin, je le croyais. Mais il y avait encore une pièce manquante au puzzle. Un dernier souffle avant la tempête. Et il allait me frapper bien plus fort que je ne l'aurais imaginé. Le jour où j'ai pris la décision de ne plus faire semblant, tout semblait étrangement calme. Claire et moi cohabitions comme 2 collègues de travail dans une maison devenue étrangère. On parlait des enfants, des factures, des réparations à faire. Mais plus rien d'autre. Aucune tendresse. Aucune tension non plus. Juste un vide. J'avais cessé d'espérer. Elle jouait encore un rôle. Elle faisait comme si les choses allaient mieux. Comme si elle était enfin posée, enfin en paix. Mais je voyais clair dans ce théâtre bancal. Je sentais que quelque chose ne collait pas. C'est Léa, notre fille cadette, qui m'a ramené à la réalité ce week-end-là. Elle fêtait ses 17 ans, et nous avions organisé une petite fête en famille. Claire avait décoré la maison comme si tout allait bien. Elle riait trop fort, parlait trop vite,
s'activait comme une hôtesse soucieuse d'impressionner. Moi, je l'observais. Derrière ce masque, je voyais l'effondrement, le vide, l'angoisse. Je savais qu'elle sentait que je m'éloignais, que je préparais quelque chose. Le lendemain de la fête, j'ai repris mon rôle d'enquêteur. J'avais placé un nouveau micro dans sa voiture. Ce jour-là, j'ai entendu une chose que je ne pourrai jamais effacer de ma mémoire. Elle était au téléphone avec Alexandre. Encore lui. Elle lui disait qu'elle avait besoin de le voir. Qu'elle ne supportait plus la distance. Ils ont convenu d'un endroit. Un petit parking près d'un magasin de bricolage. J'y suis allé. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal aux tempes. J'ai vu sa voiture. Et garée juste à côté, la sienne à lui. J'ai pris une photo. Preuve. Réalité nue. Claire ne pouvait plus mentir. Je suis rentré chez moi. J'ai appelé sa femme. Oui, j'avais fini par entrer en contact avec l'autre victime de cette histoire. Une femme digne, brisée mais forte. Elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. Je lui ai tout raconté. Elle a pleuré. J'ai pleuré aussi. C'était étrange, ce lien immédiat entre deux étrangers unis par la même trahison. On s'est soutenus, presque instinctivement. On a échangé des messages, recollé les morceaux, croisé les mensonges. Puis, dans la soirée, Claire m'a appelé. En larmes. Suppliante. Elle voulait rentrer. Je lui ai dit non. Pas cette fois. Juste récupérer quelques affaires. Rien de plus. Elle est venue. Elle avait le visage d'une femme qui vient de perdre une guerre qu'elle pensait encore pouvoir gagner. Mais je n'ai pas tremblé. Plus maintenant. Et c'est alors que j'ai vu l'enveloppe. Une grande enveloppe blanche, posée négligemment dans notre espace courrier. Je l'avais oubliée. Elle contenait les résultats des tests ADN que j'avais demandés plusieurs mois plus tôt. Par précaution. Par besoin de certitude. Je n'étais pas inquiet. Je n'avais jamais douté. Jamais, jusqu'à ce moment. J'ai ouvert l'enveloppe. Lentement. Et j'ai lu. Mon cœur s'est arrêté. Bastien. Bastien n'était pas mon fils biologique. J'ai relu. 3 fois. Mon souffle s'est coupé. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas possible. Claire m'avait donc trahi dès le début. Dès les premières années. Alors même que je croyais être l'homme de sa vie, elle appartenait déjà à un autre. Et elle ne m'a rien dit. Pendant 22 ans. Je suis resté là, assis, incapable de bouger. Incapable de penser. Le monde entier tournait autour de moi, mais moi, j'étais figé dans un silence assourdissant. J'ai appelé Bastien. Je ne pouvais pas lui cacher la vérité. Je lui ai tout dit. Il m'a serré fort dans ses bras. Il a pleuré. J'ai pleuré. Il m'a dit qu'il m'aimait. Que j'étais, et que je resterais toujours, son père. Ce moment, aussi déchirant soit-il, fut l'un des plus sincères de toute ma vie. Claire, elle, ne savait pas encore. Mais elle allait apprendre. Et cette fois, rien ne pourrait l'absoudre. Quand je l'ai appelée pour lui dire ce que je venais de découvrir, il y a eu un silence. Long. Trop long. Puis elle s'est effondrée. Elle répétait « Je suis désolée » comme une incantation, comme si ces mots pouvaient réparer 22 ans de mensonges. Elle voulait rentrer à la maison. Me voir. M'expliquer. Mais je ne voulais plus l'entendre. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je lui ai dit de rester où elle était. J'avais besoin d'air. De silence. De lucidité. Et pourtant, quelque chose en moi restait étrangement calme. Je croyais que ce serait le coup de grâce, l'effondrement final. Mais non. En réalité, c'était presque une délivrance. Un point final. Je n'avais plus à douter. Plus à espérer. Plus à me demander si je me faisais des idées. La vérité, aussi violente soit-elle, avait tout balayé. Elle avait nettoyé le sol jusqu'à l'os. Et sur ce sol froid, je pouvais enfin reconstruire. Mes enfants, ils ont été ma seule lumière dans cette nuit interminable. Depuis cette révélation, je suis plus proche d'eux que jamais. On se parle, vraiment. On se regarde dans les yeux. On rit, même. Je leur dis que je les aime, tous les jours. Bastien est mon fils.
Il n'est peut-être pas mon fils par le sang, mais il est mon fils dans chaque battement de mon cœur, dans chaque souvenir, chaque choix, chaque geste de père que j'ai fait depuis sa naissance. Et cela, rien ni personne ne pourra me l'enlever. La maison, en revanche, est devenue glaciale. Claire et moi n'échangeons plus que des banalités administratives. Le toit, les factures, les enfants. Le reste est silence. Elle sent que quelque chose lui échappe. Elle me parle parfois comme avant, tente un sourire, une blague, une remarque tendre. Mais je ne réponds plus. Je suis ailleurs. Je suis déjà en train de partir. Et elle le sait. C'est peut-être la première fois que c'est elle qui a peur. Elle recommence à jouer la victime. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi je suis si dur. Qu'elle traverse une crise. Qu'elle est perdue. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je ne suis pas en train de la punir. Je me protège. Je nous protège. Je mets fin à une boucle de douleur qui n'a que trop duré. Je suis allé au spectacle de fin d'année de Léa, au lycée. Elle jouait dans la comédie musicale de son école. Claire était assise juste à côté de ma mère, qui ignore encore presque tout. Pendant que les jeunes chantaient, je recevais des messages de l'autre épouse trahie. Celle avec qui j'ai partagé l'envers du décor. Et je me suis surpris à penser à tout ce que j'avais imaginé. Tous ces futurs rêvés, toutes ces tentatives de croire en une reconstruction. Un instant de nostalgie m'a traversé, mais il n'a pas duré. Car la réalité est revenue. Brutale. Claire avait fait un choix. Et moi aussi. Ce soir-là, j'ai décidé que c'était terminé. Définitivement. Je ne voulais plus de discussion, plus d'explications, plus de thérapie. J'avais refermé le livre. J'étais prêt à vivre sans elle. Pas par vengeance. Pas par fierté. Mais parce que c'était la seule issue qui me restait pour rester debout. J'avais regardé la vérité en face. Et maintenant, j'allais avancer. Le lendemain, elle m'a demandé si nous pouvions parler. Une dernière fois. Elle voulait un moment, un vrai. Pas une dispute, pas un reproche. Juste une discussion sincère. J'ai accepté. Par respect pour ce que nous avions été, pas pour ce que nous étions devenus. Nous nous sommes assis, chacun à une extrémité du salon. Elle m'a regardé avec les yeux rougis, les mains crispées sur ses genoux. Et elle a dit, « Tu savais que ça finirait comme ça, pas vrai? Même quand j'étais encore dans le mensonge, tu savais déjà. » J'ai hoché la tête. Oui. Je savais. Elle m'a demandé si je l'aimais encore. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne savais pas. Mais parce que l'amour, dans ce contexte, n'avait plus la même forme. Ce n'était plus un lien, c'était une douleur. Une brûlure sourde, ancienne, indélébile. Elle a pleuré. Encore. Mais cette fois, je n'ai pas bougé. Je ne suis pas allé la prendre dans mes bras. J'ai laissé le silence faire le travail que les mots ne savaient plus faire. Elle s'est levée, a dit qu'elle comprenait, qu'elle n'allait plus lutter. Qu'elle allait partir. Et elle l'a fait. Le soir même. Elle est allée chez son père. J'ai rangé ses affaires restantes dans des cartons, lentement, méthodiquement. Sans colère. Sans vengeance. Juste avec la fatigue d'un homme qui a trop porté, trop longtemps. Et quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer vraiment. Les enfants, eux, ont réagi chacun à leur manière. Manon est restée en retrait, observatrice. Léa a pleuré en silence dans ma chambre pendant 1 heure sans dire un mot. Bastien m'a serré dans ses bras comme un frère, pas comme un fils. Il m'a dit qu'il resterait, qu'il ne partirait pas avec elle. Qu'il n'avait aucun doute sur qui était son vrai père. Et là, je me suis effondré. Pas de douleur. De soulagement. J'avais réussi à sauver ce qui comptait le plus. Aujourd'hui, la maison est plus calme. Trop calme, parfois. Les silences sont différents. Moins pesants. Plus vrais. Je prends du temps pour moi. Je rejoue un peu de musique avec quelques amis. On parle de remonter sur scène bientôt. Le groupe est en pause, mais je sens qu'il y a encore quelque chose à faire. Quelque chose à créer. C'est mon échappatoire. Mon oxygène. Claire m'a proposé une thérapie de couple, une dernière tentative.
J'ai refusé. Elle m'a dit qu'elle allait se faire aider seule. Je lui ai souhaité bon courage. Ce n'était pas une pique. C'était sincère. Car malgré tout, je ne lui souhaite pas de tomber. Je lui souhaite de comprendre. D'assumer. D'avancer. Mais sans moi. Je repense souvent à cette phrase, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. J'ai mis trop de temps à comprendre qui était Claire. Trop de chances données. Trop de pardons silencieux. Mais aujourd'hui, je sais. Je suis en paix avec ma décision. Pas parce qu'elle est facile. Mais parce qu'elle est juste. À ceux qui m'écoutent, je ne vous dirai pas que c'est facile. Je ne vous dirai pas que je suis guéri. Mais je peux vous dire ceci, on survit. On reconstruit. On réapprend. Et parfois, au milieu du chaos, on découvre en soi une force qu'on croyait perdue. Alors oui, il y a une lumière au bout du tunnel. Et je marche vers elle. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.